walking down the street, thinking the Lord has still got my... Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. J'ai demandé à Christian d'être mon invité sur le podcast après l'avoir vu sur une vidéo de 10 minutes. Un coup de cœur. Comment des amis qui créent la communauté la plus importante sur Facebook, la Wanted Community, font pour devenir associés d'une entreprise solidaire. Quel type de relation entretiennent-ils pour que ça fonctionne ? Après cet acte instinctif, je parle à peine 10 minutes au téléphone avec Christian pour caler l'enregistrement du podcast. Je raccroche et je me dis « c'est un gars bien ». Comme l'inconnu me fait peur, je fais des recherches sur Christian et ses associés, Jérémy et Luc, et je tombe sur le podcast Fleur d'avocat de Lila Louise Maréchaux, où Christian parle de son parcours pendant 2 heures. J'ai entendu un homme généreux, sensible, qui n'a pas peur de révéler ses émotions, quel que soit le contexte, et qui fonce à la moindre idée. Et là, je me dis que j'ai de la chance de parler de relations avec Christian Delachais. Il est, à mon sens, la meilleure personne pour nous montrer qu'en étant soi pleinement, il est possible de réaliser des choses magiques dans l'entrepreneuriat, comme la Wanted Community et les Wanted Café. Bienvenue Christian dans Histoire harmonieuse. Salut, bienvenue. Je t'ai perturbée. Chez moi. Oui. Et ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. D'avoir accepté d'être mon invité. Grand plaisir. Et alors pour rentrer directement dans les relations que tu as avec tes associés, déjà je voudrais savoir comment vous vous êtes connus tous les trois. Alors on se connaît depuis super longtemps, je dirais que depuis l'adolescence. En tout cas on avait des amis communs, même depuis la proche enfance. Mais nous on s'est rencontrés avec Jérémy l'adolescence, plutôt lycée. Et Luc, je pense que c'est post-lycée, c'est université. On a une amitié qui était très orientée copain, fête, et voilà, moi Luc je connaissais sa cousine et Jérémy on a appris même des années après qu'on avait grandi vraiment à côté l'un de l'autre, géographiquement, c'était un hasard. Mais voilà, je pense qu'on était fait pour se rencontrer en tout cas, ça c'est sûr. Et vous êtes tous de Bordeaux ? On est tous originaires de Bordeaux, alors Luc est un côté charentais, mais il a été à Bordeaux aussi, mais ouais voilà, on a tous on va dire grandi à Bordeaux. Donc tout est parti d'une demande d'un briquet sur Facebook. Exactement. Pour la petite histoire, en fait, Jérémy, lui, est resté à Bordeaux. C'est un vrai sédentaire. Il n'a pas trop bougé. Luc et moi, pour notre activité professionnelle, la fin de nos études, on est parti sur Paris. Et en fait, le constat, il est né que quand on arrivait à Paris, on avait un appartement qui ressemblait à une cage à oiseaux. On n'arrivait pas à trouver de stage. Tous les restos étaient trop chers. On n'arrivait pas à trouver de bons plans. Ce genre de choses, et ça a généré chez Luc une envie de se dire, surtout lui il était très connecté, très réseau, beaucoup d'amis, et lui il s'est dit mais en fait moi j'ai plein de potes qui connaissent les bonnes adresses, qui se refilent des apparts, des colocs, et cette idée elle est née de Luc d'abord, qui s'est dit mais en fait tous les jours j'ai des amis qui m'appellent, pourquoi je crée pas un endroit où tous les potes que je connais peuvent recommander ou aider mes potes qui m'appellent, tu vois. Ça part de là, et comme on est un peu flemmard, je pense que Luc le fait pas tout de suite, et en fait il attend une soirée où on discute justement de ce genre de choses, et on n'est pas ensemble, mais Luc crée en fait le groupe, et comme il nous connaît, il nous invite tout de suite, et Jérémy lui a une autre soirée à Bordeaux, et direct, pour rigoler, il met qui a du feu. Voilà. Mais ça laisse entendre qu'on n'avait aucune idée de ce qu'allait devenir ce projet et de comment ça allait changer nos vies, tu vois. Et vous étiez à l'époque très très proches, ou vous étiez des amis qui faisaient la fête ensemble, et puis voilà, et puis au fur et à mesure de l'aventure, les liens se sont vraiment tissés. Comment ça s'est
Alors, au fur et à mesure de l'aventure, c'est sûr que les liens se tissent. Des fois, enfin voilà, c'est une évidence. On était quand même très proches. En fait, je pense que c'est surtout lié à moi. Moi, j'ai souvent des relations très fusionnelles quand je suis avec les gens, en instant présent, tu vois. Et je suis pas une personne qui garde contact, qui prend des nouvelles. Donc j'avais une relation très proche avec Luc parce qu'on se voyait beaucoup, parce qu'on avait on voyait les mêmes amis, on faisait la fête et tout ça. Mais on se donnait pas forcément de nouvelles en dehors de ça. Et Jérémy, c'était à peu près la même chose. On avait vraiment, pour le coup, j'avais des amis très très proches avec Jérémy. Et on se voyait tout le temps aussi dans des moments conviviaux. On gardait pas forcément contact. Par contre, on s'appréciait bien. Jérémy et moi, on avait le sport en commun, le foot, tout ça. Et Luc, moi, j'avais été très proche. Sa cousine était ma meilleure amie. Donc voilà, on avait quand même des liens très forts, mais pareil, je pense que on n'aurait jamais pensé qu'on en serait là aujourd'hui à avoir, faire quasiment vie commune, quoi, parce que être associé, faut se le dire, on voit plus nos associés que nos conjoints et que même les membres de notre famille, donc ouais, là maintenant on a des liens très très forts, très très forts. Et alors, donc votre communauté grossit au fur et à mesure. Et à quel moment vous vous dites on crée une entreprise solidaire et comment qui a l'idée déjà, qui fait le premier pas et comment les autres réagissent? Pour rendre à César ce qui est à César, Luc en gros Luc qui crée la communauté, Jérém qui fait la première interaction, moi qui suis dans les premiers venus. Ce qui s'est passé, c'est que Luc comme ça venait de lui, il avait un besoin, il a entretenu la communauté. Donc au début, tous les gens qui sont rentrés dans la communauté, beaucoup venaient de la part de Luc, qui avait déjà un réseau d'amis très grand sur Facebook. Il avait quand même plusieurs centaines, voire peut-être quelques milliers d'amis sur Facebook. Donc il a, lui, déjà insufflé un premier souffle dans cette communauté. Et surtout, il l'a maintenu. C'est-à-dire que Luc, très vite, mettait en lien les gens, commentait, modérait les propos. Et il a fait ça très tôt. Et il a fait ça pendant très longtemps. Parce que Wanted, ça a été créé il y a 10 ans maintenant. Et donc Luc a fait ça, on va dire, dans sa cave, à côté de son activité d'étudiant au début, puis après de son activité professionnelle. Il faisait ça tout seul, quoi. Et donc, au début, ça allait parce qu'on n'était pas nombreux. Mais c'était quand même du travail. Il fallait s'en occuper, accepter les gens. Et puis surtout, veiller à ce que les relations entre les gens se passent bien. Et que ça soit utile pour les gens de notre réseau. Luc a fait ça pendant, je pense, 4-5 ans, peut-être 6 même. Et on va dire sur la fin de ce cycle, un peu, Jérémy, qui lui était social media manager, s'intéressait beaucoup à la communauté, parce qu'il avait une curiosité, on va dire, professionnelle pour ce que Luc faisait. Et Luc appelait Jérémy, en fait, pour avoir des conseils, des tips. Donc eux, ils ont commencé à nouer une petite relation sur Wanted comme ça. Et moi, en fait, j'étais avocat chez Ernst & Young, donc hyper épanoui dans les premières années, et dans les années d'après, je tournais un peu en rond, pas que c'était hyper facile pour moi de faire ce que je faisais, mais disons que je pense que j'étais pas la star du cabinet, j'étais quelqu'un de moyen, et donc du coup, voilà, je gravissais les échelons, mais ça me passionnait pas plus que ça, et je pense que j'avais pas, j'aurais réussi, mais j'avais pas des perspectives qui m'enthousiasmaient, et du coup, la communauté grandissant et en voyant en gros tout ce que ça crée, c'est-à-dire que ça va vraiment de l'entraide du quotidien, on peut changer de coloc, trouver un appartement, trouver un stage, maintenant à la solidarité, donc il y a vraiment des gens qui sont à la rue, qui sortent de la rue, c'est-à-dire il y a un logement qui est trouvé et un emploi. Et donc à l'époque c'était pas comme ça, mais il y avait quand même des petits prémices d'action assez sympathiques. Moi je voyais ça grandir et je me disais putain, moi je m'ennuie dans mon travail, lui qui fait ça, et on a commencé à discuter. Je pense que moi j'ai une fibre assez entrepreneuriale. Du coup, j'aimais bien discuter avec Luc en soirée sur tu devrais faire ça, comment on pourrait améliorer. Donc nous aussi, de notre côté, on a commencé à nouer une petite relation autour de la communauté. Et ce qui s'est passé, c'est au bout d'un moment, à force de se chauffer chacun dans le coin, je pense que Luc avait très envie, lui aussi, de faire quelque chose avec cette communauté qui grandissait. À l'époque, je sais plus, on devait avoir plusieurs dizaines de milliers de membres. Et c'était exceptionnel sur Facebook à l'époque, pas beaucoup de monde avait des groupes Facebook avec des dizaines de milliers de membres. Et à force d'en discuter, moi j'ai dit à Luc, vas-y, on fait un truc. Je pense que j'ai impulsé ça. Et après avec Luc, on a décidé d'en parler à Jérémy, parce que Jérémy en fait avait une compétence, c'est qu'il connaissait les réseaux sociaux, nous on n'y connaissait rien. Et donc voilà, on en a parlé à Jérémy, et comme c'est assez lié à des moments conviviaux, j'en ai parlé à Jérémy pendant une fête
On était à Barcelone et Jérémy m'a regardé, m'a dit ok, on y va. Et de là, c'est allé assez vite. C'est allé assez vite parce que on a commencé à faire des réunions, on a commencé très vite à envisager de quitter nos boulots. Luc l'a fait en premier parce qu'il était plus mature, je pense, pour le faire et pareil, il s'épanouissait pas dans son travail. Donc voilà, il a quitté son travail à Paris, il est rentré à Bordeaux. On a commencé à accentuer les réunions. Puis après, c'est moi qui ai suivi, j'ai quitté mon travail. Et puis le troisième, Jérémy a aussi quitté son travail. Voilà. Mais je pense que c'est nous, quand on a quitté, déjà on savait pas ce qu'était Wanted. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait une communauté qui faisait des choses trop cool, mais on savait pas ce qu'on allait en faire. Pour le moment, c'était juste une communauté sur le web, sur Facebook, où les gens discutaient entre eux et s'entraidaient. Ok, c'est super cool, mais je veux dire, il n'y avait pas de but ultime, et surtout quand tu quittes ton travail, il faut te dire à un moment, peut-être pas tout de suite, mais comment je monétise et comment je gagne de l'argent. Et je pense que nous, on a quitté notre boulot, c'est un truc assez dingue, on a quitté notre boulot en ne sachant pas ce qu'on allait faire avec cette communauté, en ne sachant pas comment on allait gagner de l'argent. Et en fait, grâce à l'État français, on a fait ce que beaucoup de gens font, on s'est dit, on va négocier notre rupture, 2 ans de chômage, pendant ces 2 ans, on réfléchit. Soit c'est un projet purement solidaire et on s'épanouit là-dedans, soit on arrive à coupler à la fois du solidaire et à la fois un modèle économique, et dans ce cas-là, on peut en vivre. Et voilà, on est toujours sur ces chemins-là. Mais je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Et du coup, je pense que cette confiance nous a permis de surmonter quelques tempêtes. Ouais. Parce que souvent, comme conseil, on dit il faut pas s'associer avec des amis. Alors du coup, c'est pas tout le temps facile d'être associé avec des amis, mais je pense que nous, c'est ce qui nous a sauvés ou c'est ce qui nous sauve au quotidien. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Est-ce que tu aurais un exemple ? Plein de choses. Alors on a tous des caractères différents, mais moi, pour le coup, là, je vais me parler de moi, mais moi je suis quelqu'un d'assez volontaire, d'assez froid, d'assez dur des fois. Je pense que je peux être juste, mais disons que je suis pas facile à vivre. Et le fait qu'on soit potes, par exemple, m'a amené à un moment à pouvoir pleurer devant eux au restaurant parce qu'on avait appris une mauvaise nouvelle qui était en partie due à une erreur, en tout cas quelque chose que j'avais pas super bien fait, qui a failli avoir des conséquences dramatiques, qui a eu des conséquences un peu moins graves que ce qu'on pensait, mais sur le moment c'était quand même quelque chose de dur. Et j'ai pu pleurer devant eux, et en fait j'ai pu être face à des gens qui m'ont compris, ma détresse, qui ont compris que le fait que je pleurais c'était parce que j'étais investi dans le projet, que j'avais pas envie de les décevoir. Et ça, je pense qu'on l'a quand on est face à des amis, quoi, et pas juste face à des associés qui pensent juste monétisation, rentabilité, ego, ce genre de choses, quoi. Et donc ça, voilà, c'est un exemple sur moi perso, mais voilà, on a les mêmes choses avec Luc, j'ai eu plein de discussions aussi très intenses avec Jérémy sur certains sujets. On est obligé de super bien connaître son associé pour traverser comme ça une aventure de 10 ans maintenant, et surtout pour traverser les enjeux qu'on a eu par le passé et ceux qu'on a maintenant. Je pense que si vous connaissez pas la personne pendant que vous lui parlez et que vous n'avez pas son logiciel de pensée, du coup vous pouvez faire des erreurs de lecture, d'appréhension de ce qu'elle reçoit, de ce qu'elle ressent, et souvent les problématiques, comme vous êtes tous là dans le même bateau et que vous êtes animés par le même projet, souvent les problématiques que vous avez à régler, c'est que des problématiques de communication. C'est souvent ça la clé en fait. C'est-à-dire il y a souvent du ressenti, il y a souvent une façon de faire qui est différente, et nous on s'est rendu compte que en fait de verbaliser, c'est-à-dire de faire des moments, quoi, où on se dit alors là tu vois t'as fait ça tel jour, en fait moi ça m'a perturbé puisque j'ai ressenti ça, et en fait quand vous dites ça à l'autre personne, elle se dit oh là là mais j'ai pas du tout pensé que tu le ressentirais comme ça. En fait ça règle énormément de problèmes. Et donc là, je pense qu'on est au stade du vieux couple, tous les trois. On est un vieux couple. Et donc moi, je suis capable de savoir ce que Luc ressent à un instant T, de ce que Jérémy ressent à un instant T. Et eux, pareil, ils me connaissent super bien. Et je pense que ça, c'est la clé, en fait. C'est la clé parce que il y a des fois, je m'en fiche de ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, il y a des fois, je m'en fous. J'ai envie de le secouer, ou j'ai envie de les bousculer, ou comme eux, des fois, ils ont envie de me bousculer. Mais par contre, j'en suis conscient. C'est-à-dire, je sais que là, ce que je vais dire va potentiellement engendrer telle réaction, et je suis pas surpris. Et si jamais je suis surpris,
j'ai mon logiciel de lecture de Luc ou de Jérémy qui me dit ok, ah oui c'est vrai, j'ai appuyé sur tel bouton et je dis n'importe quoi avec mon copain Pierre, ça marche comme ça, mais en fait avec Luc ou Jérémy ça marche pas comme ça. Et ouais, ça c'est hyper important. Voilà. Et comment tu as réussi à justement avoir cette grille de lecture de chacun? J'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est beaucoup de communication entre vous. Est-ce que vous avez failli vous séparer? Je crois qu'à un moment donné, ça a été très très chaud entre vous. Un peu, ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous soyez remis? Comment vous avez réussi à régler tous ces petits égos chacun de votre côté? Alors déjà, on a des personnalités différentes. Déjà, Luc, c'est quelqu'un qui est vachement altruiste, beaucoup porté vers les autres. C'est pour ça que c'est lui qui a créé la communauté à la base. Il a beaucoup d'empathie. Mais des fois, il a tendance un peu à prendre les choses sur lui et à faire un peu le dos rond et pour le coup, pas trop à verbaliser. Et moi, je suis un peu l'inverse. C'est-à-dire que moi, je peux plutôt être centré sur moi-même, affirmer beaucoup de choses et quand ça me plaît pas, le crier très haut et fort, quoi. Et Jérémy, pour le coup, et je pense que c'est pour ça qu'on marche bien, Jérémy, c'est plutôt un team player, quoi. Lui, Jérémy, ce qu'il aime, c'est ce lien dans l'équipe. C'est comment on évolue ensemble, pourquoi on fait les choses à 3, pourquoi on fait les choses à plusieurs, pourquoi on a une communauté d'1 million de personnes. Et donc, en fait, très vite, c'est dégagé un peu des personnalités différentes entre Luc et moi. Et Jérémy s'est très vite retrouvé, on va dire, être le maillon qui fait qu'on est tous liés. C'est-à-dire, je pense que Jérémy et Luc, ça marche très bien. Jérémy et moi, ça marche très bien. Mais je pense que Luc et moi, potentiellement, ça marcherait pas. Et d'ailleurs, une des rares fois où on a failli se séparer, c'est parce que Luc et moi, on a passé trop de temps ensemble et que Jérémy n'était pas au milieu, parce que c'était l'époque où il n'avait pas encore quitté son travail. Et donc Luc et moi, on a passé trop de temps ensemble. Et du coup, on était des caractères on est assez opposés. Et surtout, on avait moins l'expérience d'être ensemble à ce moment-là. Et c'est marrant, c'est la seule fois où ça a failli se terminer. Et ça ne s'est pas terminé parce que Jérémy a réussi à nous rattraper, à nous dire « Attendez, il faut qu'on discute, machin ». Et donc c'est pareil, souvent je crois que on recommande de pas être trop associés. Nous, je trouve que alors je sais pas si 3 c'est beaucoup dans l'esprit de certains, mais en tout cas 3 c'est bien. Parce que ça permet toujours d'avoir un médiateur entre deux, et quand il n'y a pas de médiateur, ça permet d'avoir une majorité. Et donc ça permet souvent à celui qui est tout seul aussi d'avoir 2 visions face à lui qui lui disent écoute, là je suis vraiment désolé mais on pense pas comme toi. Et donc du coup ça remet aussi en perspective parce que c'est pas un combat de une personne contre une personne, il n'y a pas d'ego. Et c'est ok, attends, parce que là je fais un projet avec ces mecs là depuis X mois, X années. Moi, je leur dis un truc, et les deux, ils ont l'air assez convaincus que ce que je dis, c'est pas bon, tu vois. Peut-être que j'ai raison, et si j'ai raison, dans ce cas-là, il va falloir que je sois très ingénieux dans mes explications pour réussir à les convertir. Et donc, je pense que 3, c'est un bon chiffre. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est à force de discussion, on a tenté plein de choses, il y a plein de choses qu'on fait plus par manque de temps, et ça, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Et là, il y a la distance un peu, mais toutes les semaines, on faisait une activité que l'un des 3 organisait par surprise aux 2 autres. C'est génial ça. Alors, il y a des grandes surprises, parce qu'en plus, on connaissait un peu les faiblesses des uns et des autres et tout ça, donc on s'est retrouvés on a fait des trucs trop cool, on a fait des cours de boxe, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du paddle sur la Garonne, on a fait on a fait des concours de cocktails, on a fait des trucs trop cool, tu vois. Et ça, c'était notamment un moment à une époque où, donc là, on était au chômage. Moi, je passais beaucoup de temps avec Luc et on s'était rendu compte qu'on se parlait que de travail. Et on s'était rendu compte que c'était plus bon parce qu'en fait, on était potes à la base et on n'avait plus trop envie de se voir en dehors des journées. Et en fait, on trouvait que ça cassait un lien parce que du coup, si on n'est pas potes avant tout, on trouvait que c'était dommage et limite quand on venait le lundi, on voyait son collègue alors que c'était pas du tout ça, tu vois. Et on s'était dit, ok, il faut qu'on arrive à se recréer des moments où on a envie d'être ensemble, et surtout, on ne parle pas du boulot. Donc on avait trouvé ce mécanisme-là, qui avait super bien marché. Tu m'étonnes, ça doit être sympa. Ouais, c'était très sympa, c'était vraiment très sympa. Et donc on l'a continué pendant vraiment très longtemps, je pense que ça nous a aussi permis de tenir à un moment où on en avait un peu marre. Là, on le fait plus en ce moment, mais parce que géographiquement, on est un peu éclaté.
Et aussi parce que je pense que la période en ce moment pour nous, même si elle est cruciale, elle est moins dure, humainement, psychologiquement. Ça, on l'avait fait à l'époque, on avait quitté nos boulots, où du coup on avait un peu une pression sociale de, moi par exemple, de passer d'avocat à la défense à gérer un projet solidaire, quoi, où je gagne pas un centime. Qu'on avait déjà un peu ce poids sur les épaules de nos amis, nos familles, qui nous regardaient en disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Et on avait un peu, comme on était au début de notre aventure, on commençait à réfléchir sur ce qu'on va faire, on subissait des échecs qui n'étaient pas des échecs retentissants, mais c'était encore pire parce que c'était des petits échecs du quotidien où on se disait putain, si là on échoue juste sur cette mini tâche, putain, qu'est-ce que ça va être, quoi, parce que là on est au début de l'aventure et je dis n'importe quoi, mais cette mini tâche qu'on n'a même pas cochée dans notre to-do list, on n'arrive pas à la faire. Voilà, c'est mal parti. Et donc on avait un peu cette pression et ces mini échecs, et je pense qu'on avait besoin en fait de s'aérer la tête, quoi. Oui, c'est ça. De prendre de la distance par rapport à tout ce que vous viviez. Exactement. Et puis là, vous avez grandi avec le projet et vous êtes entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. Donc Exactement. Du coup, c'est plus simple. On a plus l'habitude de l'échec. L'échec, pour le coup, on a une autre pression parce que l'échec peut être beaucoup plus important. Parce que là, on va pas se mentir, ce qu'on est en train de faire a un potentiel qui peut être dingue. Et du coup, le plus gros échec que nous, on voit, c'est qu'on n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on a envie de démontrer avec notre projet, de nos valeurs, qu'on n'arrive pas à avoir l'impact que nous, on estime pouvoir avoir sur la société, les habitants des différentes villes où on a installé notre projet. Ça, pour moi, c'est le plus gros des échecs. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, j'ai une to-do list avec 1 milliard de tâches dedans, dans lesquelles je me sens beaucoup plus confiant maintenant qu'avant. Et surtout, on a appris à échouer, on a appris à recommencer, et on s'est rendu compte que voilà, on a vécu avec 2 ans avec le chômage, notre projet a été sauvé à quelques jours près pas un concours de circonstances, par quelque chose qu'on mérite, mais on va dire on a une rentrée d'argent à quelques jours près qui nous a sauvés, et donc on a appris vraiment à vivre sur des périodes de très court terme, avec potentiellement pas de revenus, ce genre de choses, donc on est plus habitué. Ouais, et puis vous avez appris aussi à vivre sur le fil, quoi. Exactement. Et d'avoir la bonne nouvelle au bon moment. Comment vous gérez ça? Ouais, et puis il y a un truc aussi, c'est au début, tu quittes ton boulot, bon, t'as le regard des gens, ils te disent « Ah, putain, c'est quoi, qu'est-ce que vous allez faire avec ce truc ?» Et puis, toi, au début, t'en fiches, t'es concentré, tu te dis « Mais non, c'est bon, ça a cartonné, machin. » Après, il y a les premiers échecs, donc tu te dis « Là, peut-être qu'ils ont raison. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est d'apprendre à vivre sur le fil. Au début, nous, quand on a quitté notre taf, on se disait on a 2 ans. Là, sur le projet, dernièrement, ça nous est arrivé de nous dire bon bah là, il nous reste 4 mois. Et quand on se disait ça, là, dernièrement, on se regardait, personne bronchait, quoi. Il nous reste 4 mois, quoi. Tu vois, on est là, bon, bah, sur 4 mois, il faut qu'on fasse ça pour s'en sortir et tout. Et en fait, je pense que on a tellement imaginé le pire. Le pire pour nous, c'est que voilà, on n'arrive pas à dégager un modèle économique. Alors le pire, ça serait que nos valeurs disparaissent. Donc on préfère rester solidaire, avoir de l'impact. Maintenant, l'idée, c'est comment, pour avoir plus d'impact et pérenniser le projet, il faut qu'on arrive à générer de l'argent pour justement soutenir des projets qui font sens. Et ce truc-là, en fait, quand vous avez imaginé plein de fois que ça n'allait pas marcher, au bout d'un moment, vous vous dites bon, de toute façon, au final, moi, potentiellement, je ne mets plus de temps dans Wanted, mais Wanted, ça va continuer à exister, parce qu'il y a des dizaines de bénévoles qui font en sorte que ça continue. Moi, j'irai chercher un autre boulot, et puis en fait, quand vous réfléchissez, et puis à force de croiser des gens, vous vous rendez compte que toutes les qualités que vous êtes en train de développer là, dans votre projet, ou potentiellement vous vous rémunérez pas pour le moment, en tout cas vous n'avez pas de revenus récurrents, en fait, ces qualités, pour plein d'employeurs, ou plein de porteurs de projets, ou plein de personnes dans l'administration, sont des qualités extrêmement rares, et qu'en fait, vous n'aurez aucun problème à retrouver du boulot. Et en fait, du coup, quand vous vous dites ça, vous dites, en fait, j'ai potentiellement un problème financier, mais qui n'en est pas un, en fait. Ça va être un instant T, mais je vais retrouver quelque chose derrière. Et donc, en fait, le plus gros échec qui peut nous arriver, en fait, il nous incombe, c'est de pas pouvoir aller au bout de notre projet, mais c'est pas un échec financier. Donc, du coup, on n'est plus inquiet sur si on n'y arrive pas, parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, c'est ce que connaissent tous les entrepreneurs, c'est aujourd'hui, si on n'y arrive pas, on n'a plus de chômage. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de se retourner assez rapidement, parce que nous, on a cramé toutes nos allocations chômage il y a maintenant 3-4 ans, quand on a starté le projet. Donc aujourd'hui, moi, je cotise, parce que je suis gérant d'entreprise,
je cotise, mais je n'ouvre pas mes droits au chômage. On peut le faire, on peut dégager une option, mais ça coûte très cher. Moi, je le fais pas. Ça veut dire qu'effectivement, le jour où on se rend compte, parce qu'on va aller au bout du bout, que Wantid, en fait, on peut pas se payer, et ben là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut être capable de se retourner très vite. Mais en fait, nous, je pense, enfin voilà, je touche du bois, mais je pense que voilà, en quelques jours, voire quelques semaines et grand max un mois, je pense que je suis capable de rebondir dans une autre activité, dans un autre projet. C'est pas ce que je souhaite, mais je pense que je suis capable. Surtout que maintenant, tu as la compétence pour rebondir. Tu sais rebondir. Exactement. Après, voilà, est-ce que j'aurais envie, enfin, voilà, est-ce que les opportunités que je vais avoir vont correspondre à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'aurais peut-être pas aussi envie de souffler, de faire autre chose? Mais oui, et puis, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est, nous, aujourd'hui, on fait que des choses qu'on savait pas faire. Donc, en fait, j'ai augmenté mes qualités, mes capacités de travail. Mon expérience d'avant, qui était mon expérience d'avocat, m'a aussi formaté sur une certaine rigueur, ce genre de choses. Donc j'ai à la fois un profil d'entrepreneur très rigoureux via ma formation d'avant, j'ai des compétences juridiques, j'ai développé ma créativité parce que tous les jours dans notre projet on doit savoir comment on le développe, et surtout en fait on s'est fait un réseau de malades. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, la chose la plus importante, mais pour n'importe quel projet qui soit social ou économique, c'est avec qui vous discutez et qu'est-ce que vous faites avec ces gens. Et donc nous, aujourd'hui, on discute, mais avec des personnes, mais je pensais jamais qu'on discuterait avec ces gens-là. On peut très bien discuter avec des maires de ville, des élus politiques, haut placés, et on s'est retrouvé à discuter avec directeurs généraux d'entreprises qui font plusieurs milliards de CA, enfin voilà, en déjeuner, en rendez-vous. Et donc, en fait, ça, voilà, c'est forcément des opportunités derrière. Ces gens, quand ils discutent avec nous, ils sont rarement déçus de la vision que nous on leur montre de notre projet, parce que en fait voilà, on a un projet qui fait sens. Après, des fois, le fait de travailler ensemble, c'est parfois plus compliqué pour plein de raisons. Mais en tout cas, sur nos valeurs, on est souvent d'accord. Et donc voilà. Donc après, voilà, avec son réseau, on peut à la fois développer son projet, et si son projet marche pas, on pourra toujours rebondir, quoi. Oui, c'est clair. Regarde, au final, on fait ce podcast parce que t'as écouté, tu m'as vu sur Combini, t'as écouté un podcast de Lila. Lila, elle a fait un podcast sur moi parce qu'elle connaissait un ancien avocat avec qui j'étais avocat. Donc en fait, c'est que les liens que tu tisses au fur et à mesure de ton parcours qui font que tu rencontres les gens, tu fais des choses et tu rebondis. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et alors, justement, tu parlais de vos valeurs. Dans votre entreprise, plus que dans une autre, c'est vraiment important de conserver ces valeurs. Comment vous faites? Alors, vous êtes, j'imagine, tous les trois les mêmes. Enfin, j'ose espérer quand même. Non? Il y a des courants. Il y a des tendances. C'est intéressant, ça. Non, mais il y a des tendances, ouais. Il y a des tendances qui s'expliquent par les caractères, par aussi nos expériences professionnelles. Mais ce qui est important, c'est de trouver une voie commune. Oui, c'est ça. On se rassemble tous les trois, tu vois. Et comment vous faites pour garder ce cap-là? Parce que j'imagine que ça doit être facile de dévier d'un côté ou de l'autre, surtout avec tout ce qu'il y a à faire solidairement en France. Il faut, pour garder cette ligne-là, comment vous faites? Alors, est-ce que vous êtes écrit justement pour pas l'oublier? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a en fait, il y a les valeurs qu'on défend, qui elles sont immuables et sont fixes. Ensuite, il y a la direction qu'on prend pour atteindre ces valeurs. Là, pour le coup, de temps en temps, on met des petits coups de barre à droite, des petits coups de barre à gauche. Parce que le moyen d'atteindre nos valeurs peut de temps en temps varier un peu. Et je pense surtout qu'il faut que ça varie. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, je te disais, on a une route toute droite et on va passer d'un point A à un point B pour arriver à ce résultat, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, il faut être agile. Donc, voilà. Et historiquement, dans Wantid, on a des courants qui sont plutôt... je suis en train de rigoler parce que bref, il y a un projet, en gros, il y a un projet de fiction sur notre aventure et tu vois, les scénaristes de la fiction, ils ont par exemple, donc ils ont planté les personnages, donc nous, et c'est beaucoup rire parce que on a beaucoup rigolé parce que Jérémy, ils l'ont planté avec la scène d'introduction de Jérémy, il est chez lui devant un ordinateur, je crois, avec un drapeau de Che Guevara derrière lui. Donc ça nous a fait beaucoup rire parce que Jérémy disait moi j'aime pas Che Guevara, et on a dit ouais mais c'est un peu les idéaux. Jérémy en gros il est vraiment Jérémy, je pense que lui c'est celui de nous trois qui sur
l'impact, la collectivité, faire vie ensemble, la solidarité, le bien commun. Jérémy, lui, c'est la personne on y est tous attachés, hein, sinon on ferait pas ce projet. Mais je pense que lui, vraiment, il est arc-bouté sur ça. Et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est grâce à lui, justement, qu'on n'a pas dévié. Puisque moi, potentiellement, je pouvais avoir une tendance à la déviation. Moins maintenant. En fait, aujourd'hui, je trouve que mon point de vue est efficace dans le projet, mais je pense que moi, j'avais un point de vue au tout début de l'aventure qui était pour le coup destructeur. C'est-à-dire que au début, quand on a arrêté nos boulots, moi, j'étais très bien payé dans mon travail. Et quand j'ai arrêté, en fait, moi, j'avais un peu le raisonnement start-up où je voyais Wanted, où on avait des centaines de milliers de membres, et je voyais que des start-up à côté qui avaient 10 000 utilisateurs lever 5 millions d'euros. Moi, tout de suite, j'ai eu une vision de, ok, en fait, on peut lever de l'argent parce qu'on a une communauté, sauf que j'avais pas compris que tu peux lever de l'argent quand tu as une communauté, quand tu as un service ou un produit. Nous, on n'avait pas de service ou un produit, notre truc, c'était l'entraide. Alors, du coup, c'est pas monétisable. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé comment monétiser ça. Et j'espère que ça ne l'est pas. Oui, j'espère. Voilà. Ça perd tout son sens. Exactement. Mais du coup, moi, j'avais cette vision-là. Donc, au début, tu vois, moi, je poussais un peu dans ce sens. Et Luc, lui, avait arrêté son travail un tout petit peu avant moi. Donc, Luc, ça a été le premier à ressentir un peu la pression de, voilà, les gars, moi, j'ai plus d'argent. Donc, du coup, en fait, ce qu'il dit, Christian, c'est pas bête, quoi. Parce qu'il faut peut-être qu'on gagne un peu d'argent. Là où Jérémy, lui, mais ça dépend, tu vois, aussi des différents. À ce moment-là, quand moi, je venais d'arrêter mon boulot, Luc avait déjà consommé 1 an de son chômage. Jérémy, il avait gardé son entreprise. En fait, Jérémy, il accordait du temps, beaucoup de temps, hein, mais il avait toujours une rentrée d'argent et il développait toujours son entreprise en conseil média. Donc du coup, lui, il n'avait pas vraiment de pression financière. En fait, il refusait de faire plus d'argent, de prendre de nouveaux clients, mais il avait un rythme de vie qui lui convenait très bien, et si jamais Wanted ne marchait pas, il gardait son activité, il la développait. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on avait tout quitté, tu vois. Et en plus, avec Luc, on avait des rémunérations qui étaient légèrement supérieures à celles de Jérémy, donc on était habitué à un train de vie qui était sympa. Et quand on est arrivé au chômage, ça nous a fait bizarre, tu vois. On a déménagé, enfin on est parti de Paris, on est revenu vivre à Bordeaux, enfin tu vois, c'est tout un changement. Et donc on avait ces courants, tu vois, qui s'opposaient un peu. Ce qui était très intéressant, c'est que comme Jérémy était du métier, lui il a tout de suite compris qu'il fallait garder absolument les valeurs de la communauté, il fallait surtout pas s'en détourner. Et surtout comme lui, il n'avait pas cette pression, et même je pense philosophiquement, il était très attaché à ses valeurs. Et surtout diplomatiquement il est très bon, Jérémy. Dans toute notre discussion il arrivait à nous faire comprendre que ah oui, non t'as raison, si on fait ça, non, c'est pas bon, ok. Et donc on a gardé ça, tu vois. Et sauf que maintenant, donc on a maintenu ça pendant des années, on a refusé tout partenariat publicitaire, on a refusé des dizaines de propositions d'applications, on a refusé des dizaines de propositions d'affiliation à des applications, enfin voilà, bref, plein de choses. Et surtout, on a fait plein d'erreurs, on a essayé de faire des trucs nous-mêmes qu'on a complètement échoué. Et sauf qu'à un moment, Jérémy voyant Luc, plus de chômage. Donc Luc a dû se remettre à bosser. Donc Luc a pris un job alimentaire. Au moment où Luc se remet à bosser, moi, il me reste plus beaucoup de chômage aussi. Et là, je le regarde et je lui dis, attends, parce que là, c'est compliqué. Là, ça va commencer à être compliqué. C'est là que les relations ont commencé à se tendre. Et donc là, Jérémy a dit ok, de toute façon vous avez raison, Jérémy n'était pas contre le fait de faire de l'argent, mais c'était comment on le faisait. Et là on a réussi à trouver un terrain d'entente tous les trois sur ok, on a une communauté, c'est des lieux où des gens se rencontrent, on discute, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en physique? Et du coup on a eu l'idée de créer notre premier café à Bordeaux, qui était un café qui était lié à notre communauté bordelaise, qui compte 180 000 personnes, et on s'est dit ok, notre communauté elle a 180 000 personnes à Bordeaux, les gens s'entraident, viens on crée un café où ces 180 000 personnes ils vont pouvoir venir manger et boire dedans. Et surtout, on va mettre les mêmes valeurs que notre communauté dans ce café va être solidaire, on va reverser 2% de notre chiffre d'affaires, on va permettre à des gens qui sont en situation de précarité de manger gratuitement, et on va organiser des événements inclusifs où des gens du quartier vont pouvoir se mélanger à des travailleurs pauvres, des étudiants précaires, etc. Hop, on met ces valeurs, et effectivement, le premier projet, on commence à gagner un peu d'argent, tu vois. Et ça, c'était top, parce que du coup, ça validait on gagne de l'argent en faisant quelque chose d'utile. Et donc là, tu vois, après c'était l'idée, ok, mais comment on pousse ce curseur encore plus loin? Ok, on vient de comprendre que la communauté, elle aimait quand on avait un projet qui faisait sens et en même temps qui générait de l'argent, c'est-à-dire on s'est rendu compte aussi que c'était pas un problème, c'est-à-dire la communauté était contente
de venir consommer dans le café et était contente de voir que sa consommation finançait des associations locales, permettait à des gens de manger gratuitement alors qu'ils ne pouvaient pas se payer un repas. Donc on s'est dit, ok, en fait, le modèle de on gagne de l'argent en respectant nos valeurs, la communauté approuve. Et du coup, là, tu vois, on passe des petites étapes. Là, on a testé, tu vois, par exemple, des premiers partenariats web avec des entreprises, tu vois. On a notamment fait une opération où on a rendu possible l'accès au musée à des personnes en situation de précarité, tu vois, des personnes à la rue, tout ça. Donc on a fait une opération où il y a 500 personnes qui ont pu, qui étaient éloignées de la culture, qui ont pu aller dans les musées gratuitement. Donc voilà, et ça, extrêmement bien reçu par la communauté. Donc là, on se dit, ok, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est pas de la publicité intrusive. On s'en fout, en fait, que telle marque ou tel produit ou tel service arrive dans notre communauté. Les gens de l'Antille, ça les intéresse pas. Par contre, de dire à telle marque, tel produit ou tel service, mais tu sais que tu pourrais peut-être réfléchir différemment, tu sais que tu pourrais être plus inclusif, tu sais que tu pourrais faire telle action, tu sais que nous, nos membres, ils sont passionnés par ça. Et du coup, de faire quelque chose de collaboratif et d'amener une solution à la fois à notre communauté et en plus un impact dans la ville ou dans la cité, ben ça, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Et donc, du coup, là, tu vois, on est en train de le tester. Et pour nous, c'est un modèle qui fait sens. On est en train de le tester là en ce moment. On sent que il y a de l'appétence, c'est-à-dire beaucoup de marques là. Depuis qu'on a un peu dit qu'on était prêt à le faire, beaucoup de marques, tu vois, nous contactent. Et nous, en fait, ça nous plaît parce qu'on se dit, si ça se trouve, on va réussir à avoir encore plus d'impact de manière encore plus locale. Et nous, on fait tout ça que pour ça, quoi. Et donc, tu vois, l'opération sur l'accès au musée, à la base, c'était une opération purement commerciale. Tu vois, c'est-à-dire qu'on avait été contacté par un organisme public, organisme public et à la fois privé, qui voulait faire une opération, tu vois, on va dire commerciale pour attirer les touristes dans la ville. Et dans cette opération-là, il y avait l'accessibilité au musée à titre gratuit. Mais pour des gens comme toi et moi, avec pouvoir d'achat, on va dire. Nous, on leur a juste dit, mais attendez, vous avez beaucoup de place, venez, on fait aussi une action, on va dire, impactante. Et les places que vous pensiez donner à des gens qui sont en capacité d'acheter des choses dans la ville, en fait, venez, on en donne une partie à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, mais en même temps, ces gens, ils ne peuvent jamais accéder à des lieux culturels. Et on pense que votre action, elle va avoir encore plus d'impact, et économiquement, ça va encore mieux marcher, parce que vous allez être soutenu par les gens de la ville, qui eux vont dire, mais c'est génial en fait. Non seulement vous attirez des gens pour qu'ils consomment, et en plus, les gens qui sont dans la ville et qui n'ont pas accès au musée, vous leur permettez d'avoir accès au musée. Donc c'est une opération doublement gagnante. Et dans les faits, c'est-à-dire dans les chiffres, à la fois les retombées positives pour la ville, économiques pour la ville, elles ont été avérées. Il y a, les chiffres, il y a eu 2400 nuits d'hôtel qui ont été générées suite à cette opération. Et derrière, les retombées, on va dire, en termes de communication, ils n'avaient jamais vu une opération cartonner autant. Tu vois, donc, et nous, c'est là où on se dit, ok, en fait, nous, on peut faire de l'influence citoyenne responsable. Et donc, on peut commencer à envisager de gagner de l'argent, mais de l'argent pour quoi faire ? Pour avoir plus d'impact. Et c'est là où je trouve que maintenant, on va dire mon courant à moi qui était un peu plus, tu vois, il faut gagner de l'argent, je pense qu'il est utile parce que je pense qu'on s'y prend de la bonne manière grâce à Jérémy et à Luc, tu vois, qui ont bien fait les garde-fous. Mais je pense que maintenant, voilà, il faut qu'on gagne de l'argent. Et surtout, on a vu que notre café qu'on avait créé et l'argent qu'on générait avec ce café avait permis d'ouvrir tellement de portes et de générer tellement d'impact. Tu vois, nous on a un petit café qu'on a acheté, ce truc ça valait zéro quoi. D'ailleurs c'est le prix, ça valait zéro, fallait juste faire des travaux. Et on avait mis l'argent qui nous restait pour notre allocation chômage, en gros on a mis 40 000 € je crois, nous trois. Et après on a levé un prêt à la banque. Et ce petit truc de 80 mètres carrés, tu vois, là, pendant le second confinement, on a préparé 5000 repas qu'on distribue à 5 marottes différentes, qui, elles, passent 5 fois par semaine dans les rues de Bordeaux, qui distribuent aux gens. On a redistribué plus de 10 000 € à des associations. On a créé je sais pas combien d'heures d'inclusion, c'est-à-dire des personnes qui, normalement, ne peuvent jamais rentrer dans un café, jamais avoir de moments de sociabilisation. Là, en fait, s'ils rentrent, ils discutent, les serveurs les connaissent, ils peuvent manger à leur faim, ils ont le menu, ils mangent comme tout le monde, ils sont connectés aux gens du quartier. On a eu un impact vraiment dingue, qualitativement, tu vois, sur ce café. C'est-à-dire, oui, on fait pas
46 000 repas, tu vois. Mais, par contre, la qualité de notre action, et surtout, c'est une action pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on a fait un truc que personne ne fait. C'est-à-dire, au lieu de dire, on fait un restaurant qui va produire des plats pour des gens qui sont à la rue, et on va les donner à des assos, ou au lieu de dire, on va faire un restaurant qui gagne de l'argent, et ça va être un restaurant de bobo, nous, on a dit, en fait, non, on va prendre les deux parties, et on va faire un truc de bobo, et dedans, on va avoir un impact, et donc, du coup, on va préparer des plats pour des gens qui sont en situation de précarité. Par contre, on va pas leur distribuer en dehors du restaurant. Ils vont venir manger dans le restaurant en même temps que les clients qui payent. Et en fait, ça, personne ne veut le faire, parce qu'il y a tout le temps des barrières, des freins, moi je veux pas de sans-abri chez moi, si le sans-abri vient, ça va faire fuir les clients. Faux. Faux, nous on est rentable depuis 2 ans, et on voit même que c'est cette proposition de valeur, c'est ce qu'on amène là, c'est ce qui plaît à plein de gens qui maintenant, quand on raconte notre histoire, nous disent mais pourquoi les autres le sont pas comme vous? Pourquoi d'autres restaurateurs le font pas? Est-ce que ça vous dit de le faire sur l'hébergement? Est-ce que vous pensez que les hôtels pourraient faire la même chose que ce que vous faites? Et nous on leur dit bah ouais en fait. Du coup maintenant on réfléchit à plein de sujets, et tu vois, on part d'une communauté qui est très grande mais qui est très protéiforme, on savait pas quoi en faire, et tu pourrais te dire putain il faut créer une application machin. Bah non. Mais nous je pense qu'il y a des gens, ils nous ont regardé comme ça, parce qu'on a discuté avec des start-upers un peu, tu vois, qui des fois nous regardaient un peu d'eau. Et nous on a dit non, on va créer un café de 80 mètres carrés là, et on va retaper une ancienne boucherie toute pourrie, et on va faire un café avec ses valeurs. Ah ouais putain, tu vois, les mecs de Ventile, ils ont une communauté d'1 million, ils créent un petit café quoi. Ben ouais, mais sauf qu'en fait ce café, il avait beaucoup de sens, et que c'est ce sens qu'on a développé qui maintenant nous permet, tu vois, d'avoir de l'assurance, de savoir que ce qu'on fait représente nos valeurs, et surtout de pouvoir partir sur des projets beaucoup plus ambitieux. Parce qu'en fait, ce qu'on a réussi à créer dans ce quartier avec ce petit café, il y a des élus politiques, ils ont toujours pas réglé la solution. Quoi. Et du coup, certaines de ces personnes, et même des entreprises, viennent nous voir en nous disant moi j'ai envie de faire tel projet immobilier, comment on fait pour créer du lien? Mais vraiment, aujourd'hui, nous on a des promoteurs, ils viennent nous voir et ils nous disent moi je vais acheter ça là, mais personne va se parler, ou je vais mettre un peu de logement machin, comment vous faites les gars? Nous on leur dit on va essayer humblement de vous dire comment on fait dans notre café. Mais, et c'est déjà vachement bien qu'ils viennent vous voir pour vous poser la question. Ouais, en plus on n'a pas tout le temps, pour le coup il faut rester très humble, nous on sait comment ça fonctionne dans notre café, et c'est un vrai défi, tu vois, pour nous de réussir à changer d'échelle, de se transposer dans des projets avec peut-être des activités différentes, ou des projets même avec on va dire une architecture différente, ou en tout cas une superficie différente. C'est un vrai challenge. On a testé quelque chose qui marche, j'espère que c'est pas de la chance, je pense pas, et voilà, maintenant c'est comment on fait, tu vois, pour le rendre pérenne, et pour que d'autres puissent y accéder. Aujourd'hui, nous, tu vois, par exemple, on dit assez facilement ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, toutes les mesures qu'on met en place dans notre café, rien n'est secret, tout est transparent, tout le monde sait comment on finance les repas, tout ça. En fait, parce que nous, notre but ultime, c'est que des grandes chaînes de restauration, des grandes chaînes hôtelières, des grandes chaînes de l'agroalimentaire, s'inspirent un peu des mécanismes, tu vois, que nous, on utilise, et en fait, eux, ils ont la puissance et le pouvoir pour les mettre en place dans leur secteur d'activité, et d'être dominants là-dessus, tu vois. Et tu vois, nous, par exemple, pourquoi les repas, ils sont gratuits chez nous pour les personnes qui sont dans le besoin? Parce qu'en fait, on a un système de financement qui fonctionne en 3 étapes. Soit le client, toi, quand tu viens manger, et tu as un pouvoir d'achat, au moment où tu payes ta note, on te dit, si tu veux rajouter 5 €, sache qu'il y a un repas qui sera préparé pour quelqu'un dans le besoin. Et en fait, toi qui es client, tu le sais, parce que autour de toi, tu le vois, il y a des personnes qui sont dans le besoin et qui mangent. Aujourd'hui, c'est 10 personnes par jour, tu vois, dans notre café, quand il est ouvert. Donc tu le sais, en fait, t'es habitué, tu sais pourquoi tu viens manger chez nous, ça. Et même si t'as pas envie de payer ces 5 € de plus, de toute façon, il y a 2% de ta note qui sont reversés à une asso. Donc même si t'as pas envie de participer avec ton porte-monnaie, de facto, rien qu'en venant consommer, t'es déjà solidaire avec ton quartier, avec ta ville, tu vois. Mais donc toi, tu peux payer 5 €. Sinon, on a une carte de fidélité, tu vois, c'est Jérémy Nera, c'est un membre de notre communauté qui nous avait soufflé cette idée. Il avait dit, les gars, faites une carte de fidélité, où vous récompensez la fidélité par une action sociale. On avait dit, ça défonce. Et du coup, de toute façon, nous, on va offrir le plat. On pense que le client qui vient chez nous, il est encore plus satisfait de savoir que son plat va aller nourrir quelqu'un qui est soit isolé, soit exclu, ou soit qui n'a pas l'argent, tu vois, pour s'acheter à manger. Donc ça, c'est nous, le café, qui supportons le coût de ce repas.
Et maintenant, il y a ce qu'on fait a du sens. Et donc, du coup, il y a même des entreprises qui nous contactent et qui nous disent moi, je veux vous payer des repas. Je veux vous payer des repas parce que l'expérience que vous créez pour les personnes dans le besoin, je trouve qu'elle a vachement de valeur. Et donc, j'ai envie que ma société participe à ça. Donc, tu vois, on a 3 systèmes on va dire, de prépaiement. Une fois que je t'ai dit ça, ok, nous, on le fait dans la restauration. Mais tu peux le faire dans l'hôtellerie. Tu peux le faire dans l'agroalimentaire, tu peux le faire partout. Si moi, demain, j'allais chez Auchan, Monoprix, et qu'au moment où je passais en caisse, la caissière me disait, vous savez, si vous rajoutez 2 €, nous, ça rentre dans telle cagnotte qui permet à des familles dans le besoin de pouvoir venir faire leurs courses, comme vous et moi, dans le magasin. Et pas d'aller dans des endroits où ils sont que entre eux, stigmatisés, tout ça. Peut-être que je les mettrai ces 2 €. Et si j'ai pas envie de les mettre, peut-être que au lieu que le ticket de réduction de 50 centimes sur la boîte de café qu'on me donne, en fait, peut-être que c'est un ticket de réduction de 50 centimes, mais qui part dans une cagnotte pour aussi faire des colis alimentaires pour des gens dans le besoin, tu vois. Et peut-être que moi, je serais plus épanoui de savoir que ma consommation a généré ces 50 centimes qui vont aider des gens, plutôt que moi de me dire, pour la semaine prochaine, il faut que je prenne le ticket, parce que j'ai 50 centimes de moins sur... de toute façon, tu penses pas. Non, mais voilà, exactement. Et puis voilà, et puis peut-être qu'il y a des entreprises qui aimeraient financer aussi ce genre de choses, et donc dans l'agroalimentaire, dans l'hôtellerie. Et nous, notre rêve, c'est ça en fait. Nous, notre objectif, c'est de pas devenir millionnaire. Nous, on veut juste avoir nos petites activités, et notre plus grande fierté, ça serait que voilà, en fait, nous, on fait du test, quoi. Nous, on teste... En fait, on fait ce que des politiques devraient faire, quoi. on teste des politiques d'inclusion et d'insertion. Et nous, on se met juste le défi, et je pense que là, c'est central, tu vois. Nous, on se met le défi que ça doit être cohérent économiquement. C'est-à-dire que nous, très vite, on s'est dit, on va pas... Alors ça, tu vois, pour le coup, c'est un truc que moi, j'ai vachement poussé. Que les autres garçons, Jérémy et Luc, n'étaient pas du tout fermé au monde de l'associatif, tu vois. Et moi, pour le coup, on en fait tous les 3 d'ailleurs. On est bénévoles dans des assos qui font des maraudes et tout ça. Et heureusement qu'ils sont là, tu vois. Mais très vite, nous, on a eu un discours où on s'est dit, ok, l'associatif, ça gère une situation de fait qui est une situation de nécessité. Ils répondent à un besoin urgent. Demain, si la Chorba à Paris distribue pas de repas, il y a des gens dans Paris qui ne mangent pas. Et donc, heureusement qu'ils sont là, tu vois, heureusement. Mais nous, c'est pas notre projet. Nous, en fait, c'est pas ce qu'on va faire. Parce que eux, ils le font 1000 fois mieux que nous, et ils le font déjà depuis longtemps. Et donc, nous, on sera pas bons là-dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle avec notre café? Et nous, on s'est dit, notre petite échelle, nous, ce qu'on peut faire, c'est inclure les gens, montrer que des gens qu'on dit soi-disant exclus, isolés ou en situation de précarité, en fait, ils ne le sont pas tellement, à partir du moment où on crée des lieux qui sont accueillants pour eux, et venir casser un deuxième préjugé qui est, si on fait participer ces gens aux vies de la cité, comme tout le monde, les lieux sont quand même rentables. Et qui vont pas chasser les gens qui dépensent. Et en fait, nous, ça, c'est notre truc, tu vois. Et donc maintenant, au début, on n'avait pas très bien compris, parce qu'on parlait à des gens, et donc, tu vois, on leur parlait de notre café, et ça c'est un truc qui venait de Jérémy, on leur parlait de notre café, tout ce que je viens de te raconter, machin. Puis les gens, ils me disaient, putain, c'est génial ce que vous faites et tout. Vraiment, tu vois, c'est génial et tout. Et donc, nous, on leur disait, alors du coup, nous, on va en ouvrir un autre, on va en... ouais, pourquoi vous voulez en monter un autre, c'est bien et tout. Et en fait, on comprenait pas pourquoi des fois, ils nous disaient ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, non, mais nous, voilà, c'est sympa votre truc, mais bon, nous, on veut des projets rentables et tout. Et alors, putain. Et en fait, Jérémy, il me disait, mais attends, mais moi, je comprends pas, on est un café-restaurant. Les mecs, ils pensent qu'on fait quoi? Enfin, le mec, il pense qu'on fait quoi? Qu'on adore se lever tous les matins en se disant qu'on perd de l'argent? Mais non, en fait, heureusement qu'on est rentable, tu vois. Et donc là, pour nous, tu vois, c'était quelque chose d'essentiel. Maintenant, on a compris, et là, on voit, c'est l'argument qui fait mouche maintenant, puisqu'on parle à des gens qui ont des pouvoirs de décision assez importants, soit économiques, soit au niveau politique. Et en fait, on s'est rendu compte que notre force, c'était d'arriver et de leur dire, nous, on n'a pas besoin d'argent, parce qu'en fait, ce qu'on fait, ça déchire tellement qu'il y a de l'argent qui va tomber. On est rentable, donc c'est-à-dire quand on exploite, en fait, on gagne de l'argent. On va avoir encore plus d'impact, et du coup, c'est un cercle vertueux, parce que en gros, il y a des gens qui sont prêts à nous financer, parce que ce qu'on fait, ça fait sens. Quand on exploite, on gagne de l'argent, et avec cet argent, on renforce notre impact. Donc ceux qui nous financent, ils disent, c'est tellement génial, vous voulez pas en créer d'autres. Et en fait, nous, voilà, on est juste à la recherche de lieux. Et d'ailleurs, là, on a des pistes, et je pense que ça va arriver. Et nous, voilà, c'est notre objectif, de dire, mais
faut arrêter la dichotomie entre le capitalisme et le monde social, tu vois. On rassemble tout le monde là, et on se dit comment les acteurs économiques peuvent avoir un impact sur la société, et comment les acteurs, on va dire, solidaires, peuvent eux s'imbriquer dans le monde, tu vois, dans le monde économique et tout ça. Et nous, on n'a jamais demandé de subvention. C'est un calvaire d'obtenir une subvention. Une fois que tu as une subvention, il faut dire 1000 fois merci. Enfin, voilà. Nous, on n'a jamais voulu faire ça, quoi. Et ben écoute, moi qui accompagne les dirigeants à piloter leur entreprise, j'espère qu'ils vont tous écouter ce podcast. Parce que moi qui viens de la finance, et donc j'essaye de leur expliquer que c'est possible de faire des choses en faisant attention à l'être humain, à l'environnement, tout en étant rentable. C'est un peu compliqué à leur faire comprendre, donc continuer 15 000 fois pour que les entreprises commencent à vraiment comprendre que c'est possible d'être rentable et de faire des trucs juste géniaux pour la communauté. Mais ils vont plus avoir le choix. Non. Vont plus avoir le choix parce que maintenant, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi aujourd'hui l'État ne peut plus, mettre en gros toutes les politiques qu'il a envie de mettre en place ? Mais parce qu'en fait, dès qu'il veut le faire, il y a des entreprises qui disent « Ouh là là, attends, moi tu me mets des contraintes, moi du coup je vais peut-être moins embaucher en France et peut-être partir un peu ailleurs. » Donc l'État il est bloqué. Donc, mais sauf que qui bloque les entreprises ? Les consommateurs en fait. Les consommateurs. Donc si demain on n'a plus envie de manger tel truc parce que c'est pas bon pour la santé, qu'on n'a plus envie d'utiliser tel moyen de transport parce que c'est pas bon pour la planète, et qu'on a envie de se battre pour que des perspectives meilleures, mais en tout cas j'ai perdu le mot, mais des possibilités autres, soit de bouffe, soit de transport naissent, et ben en fait il suffit juste d'arrêter de les acheter et de concentrer nos achats ailleurs, tu vois. C'est clair. Et du coup en fait là on le voit, hein, là il y a une tendance il y a une tendance de fond où toutes les entreprises sont en train de se dire attends, comment on va faire pour être éco-responsable et solidaire. Ils sont tous en train de se creuser la tête à envoyer de l'argent à droite à gauche là. Et en fait le seul truc qu'il faut qu'ils comprennent, c'est déjà il faut que tu sois responsable dans ton cœur d'activité. Ça sert à rien de faire des chèques à telle association, ça sert à rien de faire des opérations avec tel organisme international et machin. Non, en fait, déjà ton activité, tu l'as fait de manière correcte, responsable, tu t'occupes bien de tes salariés, tu respectes tes clients, t'as pas d'impact sur la planète, et en fait, ta marque, moi je te le dis, elle va vendre beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils consomment, c'est peut-être pas 100% le cas, mais c'est une tendance de fond qui est que les consommateurs, ils vont avoir un impact. Et que si tu prends le virage trop tard, ou si tu fais que du superficiel, en donnant de l'argent à droite, à gauche et en faisant du marketing, ça marchera pas. Au bout d'un moment, tu vas être débusqué, parce qu'il y a des nouveaux players qui, eux, arrivent avec des idées et qui, comme nous, potentiellement, c'est-à-dire que nous, on est dans le monde de la restauration, voilà. Nous, on se met, c'est pas des contraintes, mais on va dire qu'on a un cahier des charges qui est le nôtre, et qui est pas le même cahier des charges que d'autres acteurs de la restauration, sauf que nous, si notre cahier des charges il plaît, et au bout d'un moment, il y en a d'autres qui vont devoir s'y mettre. Et en fait, si tu t'y mets alors que t'es pas méga convaincu, ou que c'est que de la façade, généralement, tu le fais pas bien, et tu te fais vite démasquer. Oui, c'est ça. Et puis vous, l'avantage de votre projet, c'est que ce que vous dites, ça se voit. Et je pense que c'est là, toute la clé de votre projet, c'est de montrer à votre communauté, justement, tout ce que vous faites, et ça aide à y croire, et ça aide à y aller, quoi. Non, mais exactement. Nous, tu vois, pour le café à Bordeaux, on n'avait pas d'argent et on était assez frileux, on savait pas trop comment la communauté allait réagir et on arrivait vraiment plus, on avait vraiment plus du tout d'argent. C'était un peu, on fait ça, ça marche, tant mieux, on fait pas, enfin, si ça marche pas, c'est pas bon. Et du coup, on voulait pas, enfin, on était un peu gênés, on savait pas trop comment l'expliquer à la communauté. Tu vois, on a une communauté digitale, pour nous c'était logique, on allait créer un lieu où ils allaient pouvoir venir, mais on savait pas trop comment ils allaient prendre ça. Et la seule intervention qu'on leur a demandé, enfin, on leur a demandé deux choses. On leur a demandé trois choses. Quelles sont vos idées pour que le lieu soit solidaire? Donc, ils nous ont envoyé les idées, comme la carte de fidélité solidaire. On leur a dit quelles associations vous aimeriez qu'on soutienne avec les actions solidaires. Et la troisième chose, à un moment, on leur a dit, en fait, on a regardé, on n'a pas assez d'argent. Et on peut pas se payer la démolition. Enfin, en gros, il y a un truc sur lequel on peut rogner, c'est la démolition du magasin, il fallait tout refaire. Parce qu'il y a des gens qui veulent venir nous aider. Là, on a halluciné pendant 4-5 jours, mais genre il y a 100 personnes, ou 80 ou 100 personnes, ils sont arrivés avec des masses et tout, ils sont relayés, ils sont allés à la décharge avec nous. C'est top. Tu vois, c'était fou, quoi. Et on était trop contents de ça, tu vois. Et le café se passe super bien, comme je te dis, on est rentable pendant 2 ans. Et là, on a l'idée d'ouvrir à Paris. Et à Paris, tu vois, on s'est dit,
le coût de la démolition. En plus, en ce moment, on va dire qu'on a un budget beaucoup plus conséquent que ce qu'on avait à Bordeaux. On a même un excellent budget là. On s'est dit, bon, c'est un peu du bullshit, tu vois, si on les fait venir pour la démolition, on va pas faire ça. On s'est dit comment on peut les impliquer. Et notre communauté à Paris, elle sait qu'on a un café à Bordeaux, parce qu'elle voit de temps en temps des trucs passer, mais comme on est très localisé, elle a pas la même connaissance, tu vois, de ce que fait le café que la communauté bordelaise. Et du coup, on s'est quand même dit, ça serait cool que les gens ils investissent avec nous. Mais pas juste du crowdfunding, tu vois, où tu mets 100 € et moi je t'envoie un t-shirt et 3 pins, quoi. On s'est dit, non, t'investis avec nous, parce que nous, on s'est dit, nous à Bordeaux, on sait, ça cartonne. Nous, tu vois, on se réunit tous les mois pour savoir quelle association on va aider, puisqu'on change tous les mois. Puis tous les mois, on a les chiffres, puis on est content de voir que ça marche, tu vois. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, ça se trouve, les membres de la communauté, en fait, ils kifferaient trop, investir avec nous, connaître les chiffres du café, donc voir que en fait c'est rentable, et surtout participer aux décisions à impact, tu vois, c'est-à-dire quelle association on va aider, pourquoi on les aide, comment on les met en avant, ce genre de choses, tu vois. Est-ce qu'il faut faire, je dis n'importe quoi, 10 repas prépayés pour des personnes en précarité, ou est-ce qu'il faut en faire 20 par jour, est-ce qu'on peut se le permettre, tout ça. Et nous on s'est dit, putain, ça se trouve les gens qui feraient ça, tu vois. Et du coup on leur a dit, bon bah nous on va ouvrir un café à Paris, on a communiqué de manière hyper timide, tu vois. Nous, on va faire un café à Paris, bah, si vous voulez, vous pouvez mettre, à partir de 100 €, vous pouvez investir, et vous avez une part du café, et cette part, elle vous permettra, de partager les résultats financiers du café avec nous. Du coup, si vous aimez le concept, déjà, vous êtes client, et puis quand tu viens consommer, t'enrichis un peu ton propre café. Et 2, surtout, tu peux nous aider à construire un impact encore plus puissant et à participer aux décisions. Mais on n'a pas le lieu, on n'a pas encore le budget qui est complètement finalisé, machin. Bon là tu vois on a 480 000 € d'intention d'investissement, alors que on n'a quasiment pas communiqué. C'est énorme. Et on a surtout, les gens ils investissent, ils proposent d'investir, parce que c'est des intentions d'investissement. Ils investiront vraiment quand on leur donnera une adresse et qu'on aura un prix de vente. Mais ils savent pas où on va. Demain, moi je leur dis, on a pris un Buffalo Grill sur le bord de la rocade, ils sont un peu dégoûtés, tu vois. Ils sont pas obligés d'investir. Mais tu vois, c'est pour te dire, nous en plus on vise, on est assez ambitieux, on veut quelque chose, tu vois, d'assez bien placé, qui marche bien, avec une bonne capacité, une bonne terrasse. Donc nous, notre objectif, c'est que quand ils voient le lieu qu'on a choisi, et ils se disent, moi j'ai mis 100, je vais mettre 200, parce que c'est trop bien, tu vois. Et en fait, c'est pour te dire que même ça, tu vois, nous, quand on explique aux gens, on leur dit, mais regardez, les gens, pourquoi ils mettent de l'argent ? Ils mettent pas de l'argent parce qu'on ouvre un café, ils s'en foutent de ça, les gens. Oui, puis c'est pas pour vous, personnellement, en plus. Exactement, mais nous, ils s'en foutent encore plus, tu vois. Mais ils mettent même pas de l'argent parce que ils vont... Alors, il y a le côté un peu quand même, je vais avoir un bar, tu vois, un bar-resto, ça c'est toujours sympa, on a toujours voulu ça, pour 100 €. Mais ils investissent pas parce qu'ils vont avoir un café ou un bar, ils investissent parce qu'ils se disent, tiens, ce truc-là, en fait, moi je vais mettre 100 €, déjà potentiellement, ces 100 € ils vont fructifier, je vais gagner de l'argent. Et en fait, surtout, tous les soirs, quand je vais me coucher, et que les mecs de Ventide, je vais voir leurs stories sur Instagram avec tant de plans à faire, je vais voir des sourires, des visages, machin, je vais dire, en fait, moi, j'ai participé à ça. Moi, mes 100 € qui me font gagner de l'argent, j'ai participé à ça. Et nous, en fait, on se dit, mais eux, qu'est-ce qui va se passer ? Tu penses bien que ceux qui ont mis de l'argent, ils vont appeler tous leurs copains, et quand ils vont aller devoir boire une bière dans le coin ou manger dans le coin, ils vont aller chez nous. Et donc, en fait, tu te dis même, mais en fait, si tu réfléchis qu'en termes d'économie, tu vois, de business, tu dis tous les gens qui ont investi chez nous, en fait, ils vont venir consommer chez nous. Et donc, tu as déjà tes premiers clients. Et alors après, quand tu te dis qu'en plus, tu as une communauté sur Paris de 500 000 personnes, où tu vas pouvoir communiquer là-dessus, tu te dis, ok, en fait, tu vois, on a les valeurs qui sont bien, on a le canal de communication, on va avoir des gens ultra engagés. Et après, il faut pas se planter, il faut faire des choses, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit pas cher, il faut avoir une bonne équipe et un bon emplacement. Mais je veux dire, tu coches des choses, tu vois, qui, juste sur le plan de l'économie, tiennent la route. Ouais. Et sur le plan derrière de l'impact, de toute façon, c'est notre philosophie, c'est nos valeurs. Donc nous, l'impact, on sait qu'il sera là, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi les autres font pas ça, en fait ? Oui, c'est ça. Voilà, des fois, on se dit, pourquoi les autres font pas ça, quoi. Et puis, finalement, votre communauté, c'est le 4e homme, non ? Oui, carrément. Et puis en plus, j'allais dire on l'exploite, mais pas dans le sens exploité. J'allais dire, on est... En fait, Ventide, il y a plein de choses à gérer. Tu vois, là, on a 1 million de personnes, c'est 18 millions d'interactions par an. On a une magnifique équipe de bénévoles, tu vois. Nos bénévoles, c'est des amours, ils donnent un temps de dingue sur ce projet et tout.
pour être sûr que la communauté soit une communauté de confiance, qu'il n'y ait pas de propos racistes, pas de propos homophobes, pas de propos sexistes. Et donc, ils donnent énormément de temps. Et nous, tu vois, là, on est 3 à développer le projet, c'est une toute petite équipe, on n'a pas de salariés, rien. Et donc, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais un des trucs qu'on aimerait vachement améliorer, c'est déjà, tenir au courant la communauté de ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de gens qui sont sur la communauté, mais déjà, ils sont pas H24. Et il y a tellement surtout de belles histoires que tu peux les rater. Donc, nous, déjà, on a très envie que les gens, ils aient un rendez-vous au moins une fois par semaine et qu'ils voient tous les miracles, alors petits ou grands, hein, mais toutes les actions positives qu'il y a eu sur la communauté, je dis n'importe quoi, le mois d'avant, la semaine d'avant. Ça, c'est un truc qu'on a vachement envie de faire. On pense que ça va développer beaucoup le sentiment d'appartenance, ça va créer un sentiment, tu vois, un esprit de corps. Et après, l'étape d'après, c'est comment on l'implique avec nous, quoi. Comment on arrive à bien l'écouter, parce qu'il faut écouter ce que les membres de la communauté nous disent, et comment on arrive à piloter ça, tu vois, tout en gardant quand même ce côté un peu organique, parce que l'idée, c'est pas du tout d'instrumentaliser la communauté, mais tu vois, je te dis, tu vois, une des histoires qui nous plaît le plus, c'est un jour, il y a une personne qui s'appelle Sabrina, je la raconte souvent, en gros, elle allait distribuer à manger à des personnes qui étaient à la rue. On a contacté cette personne, et on a été faire des maraudes avec elle, c'était hyper important d'ailleurs pour le projet, c'est un moment où ça nous a vachement recentré sur nos valeurs et tout. Et on a passé du temps, un peu à sueur de notre front et tout, mais on l'a épaulé. C'est-à-dire que on a créé une structure juridique, on lui a prêté les statuts de notre asso pour qu'elle puisse monter son asso, on a trouvé des fonds, nous on lui a donné de l'argent parce que on avait reçu de l'argent des droits d'auteur d'un truc qu'on avait fait, bref, on lui a donné de l'argent, machin, on a participé, on l'a aidé à communiquer sur la communauté, on l'a aidé à mobiliser. Maintenant, quand je dis on l'a aidé, en gros, on a peut-être fait 2% du boulot, elle a fait 98%, mais tu vois, on a participé. Et elle qui a fait les 98% restants, aujourd'hui, elle a une page Facebook sur sa maraude avec 10 000 followers, elle a distribué 15 000 repas aux sans-abri l'année dernière, et là, lors du premier confinement, c'est l'association Les Maraudeurs by Monty, donc son asso, qui ont permis de mobiliser des acteurs importants comme Les Grands Voisins, Refugee Food Festival, et il y a 100 000 repas qui ont été distribués dans Paris, parce qu'elle, à un moment, elle est arrivée, elle a fait « Oh les gars, on va pas les laisser dehors, là, faut faire des repas, tu vois. » Et donc, nous, en fait, tu vois, ça, on l'a fait parce que voilà, c'est Sabrina, c'est notre histoire qu'on a rencontrée, mais nous, demain, on se dit « Comment on fait pour ça, pouvoir le démultiplier, tu vois. » Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps, c'est très compliqué pour nous, et c'est beaucoup de temps, tu vois, de l'humain et tout ça, et même émotionnellement, tu vois, parce qu'il faut participer aux actions. Il faut pas être bullshit, quoi. Nous, si on aide Sabrina, ben, c'est qu'on va sur le terrain, on va avec elle, on rencontre les bénéficiaires avec elle, on rencontre les bénévoles. Donc, tu vois, il faut être investi dans les choses. Et donc, du coup, nous, notre objectif, notre rêve, c'est de se dire, mais comment des Sabrina, en fait, il peut y en avoir 10, ou 100, ou 1000, et au lieu que ça soit juste de l'aide alimentaire, mais ça peut être autour de l'environnement, comment on crée, tu vois, Nous, on dit que, en fait, souvent, on a des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Comment on crée Parce que quand je dis comment on crée, c'est pas nous qui les créons, mais comment on aide des citoyens à devenir des super citoyens. Ouais. Et ça, en fait, c'est un truc que Wanted pourrait faire, tu vois, si on avait de l'argent, du temps, une bonne organisation. Tu vois, il y a plein de trucs que nous, on aimerait faire. Un autre exemple, tu vois. Aujourd'hui, sur Wanted, tu as plein de gens différents. Tu as des chefs d'entreprise, des étudiants, des start-upers, des travailleurs indépendants, et même des gens qui sont à la rue. Il y a une personne, dont je ne dirais pas le nom, tu vois, parce que j'ai un exemple en tête. On a 1 million de personnes, donc je ne connais pas tout le monde, mais tu vois. Lui, là, tu mets pas de taille, quoi. Lui, tu vois, je le connais et tout. Et tu vois, c'est une personne qui est à la rue et qui poste souvent sur Wanted pour demander des tickets resto, tu vois, parce que voilà, il n'a pas de quoi manger, donc il demande des tickets resto. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que il est connu maintenant sur Wanted et en fait, il poste d'une manière qui est assez naturelle et qui est très wantidien, et lui en fait il s'en fout de dire bonjour machin, là, lui en fait il est dans la street, il a faim, il a passé une mauvaise journée, il dit qui a un ticket resto à me passer, tu vois. Donc t'as des gens des fois qui disent non tu veux pas dire bonjour, et t'en as d'autres qui disent non moi je le connais, j'ai déjà été lui apporter à manger, il est super sympa, il est à tel endroit machin. Tu vois, c'est là aussi où le réseau il est important. Il s'auto-alimente, il s'auto-régule quand même. Exactement. Donc, tu vois, moi quand je vois ça, je suis trop content parce que je sais qu'il y a des gens qui vont aller lui amener à manger, je sais qu'il y a des gens qui vont lui envoyer des messages sympathiques, je sais qu'il y a des gens qui vont lui donner son ticket resto, mais en fait je me dis putain, t'imagines si on avait de l'argent, là t'as un mec, il est dans une situation en difficulté, il communique, il est prêt à communiquer, il a un smartphone, il est là, prêt à discuter, putain si nous en interne,
on avait des gens qui étaient capables de l'identifier, de prendre contact avec lui, de le mettre peut-être dans des conditions qui font qu'on puisse le sortir de sa situation, tu vois. Je dis n'importe quoi, tu vois. Nous, aujourd'hui, nos modérateurs, alors, ils sont quand même super forts, ils ont plein de réflexes, mais on n'a pas de formation sur tous les dispositifs sociaux qu'il y a en France ou ne serait-ce qu'à Paris. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses qu'on sait pas. Tu vois, je dis n'importe quoi, quand il va y avoir la canicule, il y a plein de gens qui sont à la rue, qui ont soif, et tu vois, nous par exemple, on n'a pas l'information de où est-ce qu'on, où se trouvent les fontaines d'eau, ce genre de choses. Et tu vois, si on était vraiment structuré, si on avait de l'argent, on pourrait avoir un vrai rôle social d'identification de problématiques et peut-être d'intermédiaire ou de fléchage vers des gens, tu vois, qui peuvent y répondre de manière super efficace. Et ça, nous, ça serait le but ultime, tu vois. Mais bon, encore une fois, je sais pas si on va y arriver. Mais tu vois, il y a plein de... Il y a tellement à faire. Ouais, exactement. Il y a tellement de choses. Je sais pas si on y arrivera. Déjà, vous avez fait une bonne partie, quoi. Vous avez avancé plus que les trois quarts d'entre nous, quoi. J'espère qu'on recule pas. Je pense que vous n'êtes pas parti pour. Mais voilà. Et donc, pour revenir sur l'association, donc avec Wanted Café parisien, vous allez passer vraiment de 3 associés à X nombre. Pour le moment, il y en a plus de 500, je crois. Donc c'est beaucoup. Les décisions, elles vont être prises comment? Alors moi j'étais un ancien avocat, mais je t'avoue que ça je me suis pas trompé. Alors on est passé par l'ITA, qui est une plateforme d'investissement participatif responsable. Et donc eux en fait ils assurent la mise en place opérationnelle et juridique. Donc déjà je crois que nous, alors je me suis pas, tu vois, pour te dire, je me suis pas penché sur tout, mais je crois que nous en fait on garde quand même la majorité, tous les 3. Et que les autres actionnaires du coup sont minoritaires, et après je crois dans le pouvoir de décision en fait ça dépend, tu vois, des décisions, mais en gros ce que nous a dit l'ITA, et c'est le but, et de toute façon même pour ceux qui investissent c'est dans leur intérêt, l'idée c'est qu'il y ait la participation mais qu'il n'y ait pas de possibilité de blocage ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Donc non, l'idée c'est de piloter ensemble de manière collective, et puis en plus nous ce qu'on trouve intéressant c'est qu'il y a plusieurs... en gros, l'ITA, ils ont une espèce de formule minimum où, en gros, une fois par an, t'es convoqué à l'AG, tu votes et tu signes. Ça, c'est la formule minimum. Et si t'as pas envie de te déplacer, je pense que tu peux le faire de manière électronique. Voilà. Ou tu peux même, tu vois, déléguer ou refuser. Tu vois. Ça, nous, on trouve ça hyper intéressant parce que t'as aussi des gens, nous, on sait, ils vont nous soutenir parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait, c'est trop bien. Mais en même temps, toutes les semaines, se faire pinguer sur un truc, décider machin, en fait, ça les gonfle. Mais nous, on a la possibilité, tu vois, ça c'est le minimum que l'ITA recommande, et nous on a la possibilité d'avoir une granularité différente, et à ceux qui ont envie de vachement s'engager, dans ce cas-là, ça devient tes super associés, et à voir comment tu les impliques, tu vois. Donc, de toute façon, nous, à Bordeaux, notre staff a été recruté sur la communauté, à Paris, je pense que c'est pareil, on va recruter les gens sur la communauté, bref, il y a plein de trucs qu'on fait avec la communauté, tu vois. Oui. Mais ouais, non... Le plus important, tu vois, c'est que on recrute à Bordeaux, on l'a déjà, à Paris, on l'a aussi déjà, c'est juste qu'elle travaille pas parce qu'on n'a pas encore le lieu, mais on a recruté quelqu'un, tu vois, en qui on a vachement confiance pour gérer le lieu, qui a déjà identifié des profils qui sont dans la communauté et qui pour le coup sont très expérimentés en termes de restauration, et en même temps qui ont une véritable envie de découvrir un nouveau projet avec, on va dire, des relations humaines poussées un peu à l'extrême. Et donc je pense que c'est surtout ça qui est important. C'est nous, tu vois, honnêtement, nous, heureusement qu'on est là et c'est cool ce qu'on fait, mais quand tu ouvres un lieu physique comme ça, la personne la plus importante, c'est la personne qui va te le gérer. Si elle est pas très forte, ça veut dire que nous, on va avoir une implication un peu plus au quotidien, parce que du coup, t'as peut-être ce lien de confiance, tu vois, qui se délite un peu avec le temps si la personne, elle surnage un peu. Mais si la personne, elle est super forte, elle est limite, tu vois, quasiment autonome. Oui. Et ça, il n'y a pas de 10 000 solutions, hein. C'est quelqu'un qui est ultra expérimenté, que tu payes très bien. Et après, nous, on demande quelque chose en plus, c'est d'être aligné sur nos valeurs. Tu vois. Mais elle s'appelle Pauline à Paris, et on n'a aucun doute sur le fait, tu vois, qu'elle est alignée avec nous. Et même, tu vois, t'as des gens, c'est ce qu'on en a déjà parlé avec Pauline, mais qui va diriger le café à Paris. Mais elle, aujourd'hui, elle attend le café. C'est-à-dire qu'elle bosse, elle a un job alimentaire, elle attend
Ouais. Tu vois, qu'on ouvre. Et elle a eu d'autres propositions où je pense qu'elle était même mieux payée dans des endroits avec des gens potentiellement, enfin des endroits assez prestigieux. Et pour le moment, elle dit non. Moi, jusqu'à la fin de l'année, les gars, c'est vous qui avez la priorité. Vous trouvez le truc avant la fin de l'année, je bosse avec vous. Et ça, c'est trop cool. Et nous, on s'en rend compte. Et ça nous touche parce qu'on se dit, ok, en fait, elle attend ce projet parce qu'elle sait que ça va l'impacter elle aussi personnellement. Et tu vois, quand moi je te parlais du café et même de notre aventure à nous, à tous les trois, avec Luc et Jérémy, moi je suis un autre être humain qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans. Et même les gens qui ont bossé pour nous, il y a des gens qui ont bossé pour nous, qui bossent plus pour nous. Bah, à chaque fois qu'ils partent, ils disent putain, c'était quand même une sacrée aventure, tu vois. Et on s'entend bien avec tout le monde, on s'est fâché avec personne, tu vois, parce que voilà, dans toutes les entreprises, t'as du roulement et tout. Et à chaque fois, les mecs, ils me disent putain, mais ah ouais, franchement. Et il y a plein de gens pour qui ça a eu un impact, tu vois, personnellement, émotionnellement. Voilà. Il y a du respect, il y a de la confiance. Je pense que vous laissez les gens bosser tranquillement à leur rythme et comme ils ont envie, tant qu'ils font ce que vous décidez. Je veux dire, on peut pas rêver mieux en tant que salarié, quoi. Ouais, et puis, tu vois, nous, des fois, on rigolait avec ça, mais en fait, tu vois, c'est comme quand t'es rentré dans la pièce, tu m'as dit ah merci, c'est cool, tu vois, pour le podcast. Mais je t'ai dit mais attends, mais si je serais pas le mec de Ventide si quand on me demande de faire un podcast, je réponds pas aux gens ou je les snob, quoi. Donc des fois je mets du temps à répondre, ou il faut que je trouve un truc dans mon agenda, ou même des fois j'oublie, tu vois, parce que je suis un humain, je suis pas infaillible. Mais tu vois, ça par exemple, c'est un truc qui vient de Jérém, tu vois. Genre moi des fois j'appelle Jérém, je dis oh je suis sollicité pour tel truc, je suis pas sûr et tout. Jérém me dit mec, on est les gars de Wanted. Si tu commences à... Alors il faut qu'on soit focus sur nos projets, tu vois, c'est hyper important. Mais tu vois, il me dit non, mais tu prends, tu vois, Jérém par exemple, il me disait mais je suis d'accord, il y a peut-être des trucs où... Enfin en gros, effectivement, quand t'es contacté pour faire un podcast ou quand t'es contacté par Combini, c'est pas, tu vois, le même impact. Mais du coup, Jérém me dit bah Combini, ils disent tu viens à 14h, tu vas à 14h. Le podcast, on te dit à quelle heure ça t'arrange, tu dis bah plutôt en fin de journée. Comme ça, t'as bossé toute la journée, et en fait, tu fais ton podcast en fin de journée, et puis voilà. Et puis en fait, tout le monde est content, et le truc, c'est que, bah ouais, si on est menti, et que dès qu'on est sollicité, on dit, ouais, non, machin, bah ouais, bah en fait, on n'est pas les mecs de menti dans ce cas-là, tu vois. Et donc, c'est un peu pareil avec tes collaborateurs, quoi. Si, nous, en fait, souvent, on dit qu'on est, bienveillant sur l'humain, tu vois, et dur sur, on va dire, le travail. Et en fait, ben, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a un problème avec un collaborateur, bon, mais je pense que c'est intéressant, mais ça vient aussi beaucoup de Jérémy et de Luc, c'est intéressant de savoir, ok, mais attends, là ça va pas, mais est-ce qu'il y a un truc dans sa vie qui va pas? Première question. Pour déjà traiter le truc, tu vois. Et après, tu creuses. Et à un moment, effectivement, si le travail ça va pas, en fait, t'as tellement bien géré l'humain que le moment où le travail ne va pas, c'est la personne elle-même qui va dire ah je suis d'accord, ah ouais vous avez raison, bah ouais je pense qu'il faut qu'on arrête. Et en fait c'est limite la personne qui s'excuse et qui dit ah je pense qu'il faut qu'on arrête pour vous en fait. Vous dépensez de l'énergie sur un truc où moi en fait je pense que je le rends pas beaucoup, tu vois, ou je le rends mais de manière trop inconstante. Et en fait je comprends quoi. J'ai eu un avertissement, enfin tu vois ce qu'on pas des avertissements mais 2-3 fois on en a parlé. Je vois que ça se règle pas. Bah ok. Et nous vraiment, il y a des situations où les gens, on s'envoie des messages avec des anciens collaborateurs, tu vois. Et parce que je pense que bah nous on fait plein de choses mal, mais je pense qu'il y a un truc qu'on fait pas mal, c'est que on est sincère, on est honnête et qu'on respecte les personnes. Tu vois. Et heureusement qu'on est comme ça, parce que sinon avec notre projet, ça serait compliqué. Ça serait pas bien possible. Ouais, ça serait pas possible, tu vois. Mais voilà, et après. Est-ce que c'est la bonne façon de faire, tu vois, pour grossir vite, j'en sais rien. Tu vois, est-ce que c'est la bonne façon de faire pour générer beaucoup d'argent? J'en sais rien. Mais en même temps, c'est pas grave parce qu'on n'est pas forcément obligé de grossir vite. On n'est pas forcément obligé de générer énormément d'argent non plus. Tant qu'on génère suffisamment d'argent pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire, ça va, tu vois. Oui, que vous ayez l'impact que vous voulez. Exactement. Et c'est ça le plus important. Exactement. Après, la rapidité, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fini? Bah oui, ça fait 10 ans que j'ai commencé, là. Donc, il te reste encore pas mal de temps à bosser. Donc, il faut finir. Exactement. Et ben, merci beaucoup, Christian, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était passionnant. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Si je devais inviter quelqu'un et que tu aurais envie de connaître comment il vit ses histoires relationnelles, est-ce que tu aurais une idée
à me proposer? Alors ça me fait bizarre parce que du coup j'ai l'impression qu'il faut que je réponde, tu vois, en mode j'ai envie de connaître sa vie, mais C'est pas forcément sa vie. non mais oui, tu vois, même ses relations avec les gens. Non mais je vais te donner 3 possibilités. Tu Ouais. vois. Ouais, je vais t'en donner 3 parce que je les connais. Mhm. Et donc je connais pas leur relation avec les gens, mais je sais ce qu'ils font, et je sais que ce qu'ils font c'est bien. Ouais. Premier, je dirais Youssef, qui est l'un des fondateurs, l'un des cofondateurs de Meet My Mama. Donc un projet d'insertion et d'inclusion de mamas issues des quartiers, de l'immigration ou pas. Et l'idée, c'est de dire qu'elles ont de l'or entre les mains et qu'elles cuisinent super bien. Et donc du coup, comment on les accompagne dans ce chemin-là, tu vois. Donc lui c'est une personne en or et voilà, je pense que ça sera un super bon sujet. Ils ont un projet hyper impactant. Louis de Refugee Food Festival, donc c'est à peu près la même chose. Eux c'est pas des mamas, mais c'est des personnes issues, tu vois, en situation de réfugiés qui forment au métier de la restauration et comment on arrive à les inclure dans le travail, dans la vie de tous les jours. Donc Louis pareil c'est passionnant, il a un impact de dingue. Et le troisième, peut-être plus déjanté que les 2 premiers, parce que les 2 premiers sont adorables, mais je pense un peu sage par rapport au troisième. Le troisième, c'est Julien, le cofondateur de Linky. Et Linky, en ce moment, c'est l'association dont tout le monde parle, parce que c'est eux qui fournissent toute l'aide alimentaire aux étudiants précaires sur Paris. Et donc, je pense que Julien, il peut être très rigolo à faire en podcast. Et il a une vie intérieure assez rigolote aussi. Donc, voilà. Et la question t'aimerais leur poser à tous les 3? La question que j'aimerais leur poser, mais j'ai un peu la réponse, enfin, j'ai pas exactement la réponse, mais en tout cas, c'est quand est-ce qu'on fait un projet tous ensemble? Voilà. Ouais. On est en contact pour le faire. J'imagine. Mais la réponse, c'est quand? Quand est-ce qu'on y arrive, tu vois? La réponse, c'est quand est-ce qu'on y arrive. Mais voilà. Comme nous, forcément, on a un projet collectif, quand on est avec des gens qui ont des valeurs comme ça, qui ont des projets qui ont un impact, parce que eux ils font des choses de dingue, vraiment, tu vois, c'est en termes d'aide alimentaire, d'inclusion, d'insertion, c'est incroyable ce qu'ils font. Alors, tu te dis en fait, moi, le truc que j'ai envie de faire là, je vais appeler ces gens-là parce que eux ils sont hyper forts, en fait on va le faire ensemble. Oui. Et en fait, tu vas chercher la compétence là où elle est, pour que ça soit plus simple, plus facile et que tout le monde fasse des choses. Vois, genre, c'est bizarre, mais on s'était rendu compte aussi, nous, de ça. Le monde capitaliste nous a tous mis un peu dans la compétition, tu vois. Et même le monde associatif, maintenant, il y a des espèces de compétitions entre les assos, à celle qui chope le plus de subventions, celle qui a tel lieu, celle qui fait tel truc. En fait, à un moment, t'as envie de te dire, attendez, mais les gars, genre non, en fait, on se met tous ensemble, on fait un truc qui défonce, et on s'en fout, en fait, de savoir qui le porte, qui le fait. Enfin voilà, moi, quand je te dis, quand est-ce qu'on fait un truc avec ces acteurs, en fait, je pense que le truc s'appellera même pas Vantide. Et on fout, en fait. On fout. Si ça s'appelle le Schmilblick et que nous, on est dedans et qu'on fait des trucs cool avec eux, ça me va, tu vois. C'est top. Et donc, c'est ça. Donc, voilà. Vive le Schmilblick. Merci beaucoup, Christian. À bientôt.